On date l'extinction des dinosaures à environ 66 millions d'années. Les recherches actuelles nous expliquent leur disparition par deux phénomènes. De gigantesques explosions volcaniques dans ce qui est actuellement l'Inde, entraînant des changements climatiques et la disparition de certains groupes de dinosaures. Et puis la collision d'un astéroïde évalué à 10 km de diamètre avec la Terre. L'impact ayant creusé, imaginez un immense cratère de 180 km de diamètre dans la région du Yucatan au Mexique, avec comme conséquence des vagues de pression destructrices, des incendies à l'échelle mondiale et une pluie de roches fondues entrant dans l'atmosphère, bloquant le rayonnement solaire et causant une chute catastrophique des températures. Les dinosaures n'y ont pas survécu. Les éléphants socialistes pourraient suivre le même chemin. Après le quinquennat désastreux de François Hollande, François Hollande qui fit, souvenez-vous, du monde de la finance son véritable adversaire, avant d'imaginer le CICE, dispositif d'allègement de cotisations patronales coûtant une blinde de 20 milliards d'euros par an à l'État, au bénéfice pour plus de la moitié des sommes versées aux très grosses entreprises qui n'en avaient peut-être pas besoin. Et puis, dans un même élan visionnaire, François Hollande mit en route la loi travail, dite aussi loi El Khomri, réformant le temps de travail hebdomadaire, 6 accords d'entreprise, simplifiant les conditions de licenciement et instaurant la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche, enfonçant le clou, ce même François Hollande, dernier président socialiste et sans doute avant longtemps de la République, au lendemain des attentats de novembre 2015, il voulut faire inscrire dans la Constitution la déchéance de la nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme, même ceux qui étaient nés en France. Proposition qu'il retira quelques mois plus tard devant la fronde à gauche et les demandes d'aller encore plus loin à droite et à l'extrême droite. François Hollande, le CICE, la loi travail, la déchéance de nationalité, c'est un peu comme les éruptions volcaniques en Inde pour les dinosaures. La collision de la météorite avec la Terre, c'est le dernier coup de tonnerre. En quelque sorte, c'est les 1,7% de voix réalisés par le candidat socialiste à la dernière présidentielle, Anne Hidalgo. Depuis, certains socialistes veulent renouer avec la gauche et s'éloigner de la social-démocratie si chère à François Hollande. D'autres s'en réclament à corps et à cri, toujours en y voyant la seule façon d'arriver au gouvernement. Social-démocratie, que voulez-vous? Ça fait plus sérieux et ça rassure. Et ainsi, la longue marche des éléphants socialistes vers leur cimetière commence, entre récriminations contre la jeune garde socialiste qui s'en va voir ailleurs avec armes et bagages et défense mordicus d'un passé glorieux Mitterrand-Jospin, sans réaliser qu'ils ont bradé, ces pauvres éléphants, l'héritage en 5 ans de présidence calamiteuse de François Hollande de 2012 à 2017. On les voit beaucoup en ce moment, ces éléphants, les Cambadélis, Stéphane Foll, François Hollande et même Carole Delga, notre sémillante présidente de région, nous expliquer à la télé que ça n'est pas possible, que ce n'est pas comme cela que ça fonctionne, que ça n'est pas sérieux, qu'il faudra faire une convention à la rentrée de septembre pour mettre les cartes sur la table et que cela sera plus raisonnable. Mais finalement, si c'était justement ça, le côté déraisonnable du projet de la NUP, tiens, entre parenthèses, la NUP, si on le prononce à l'anglaise, on pourrait presque obtenir le New PS. C'est quand même génial, ça. Hein. Donc, si c'était ce côté déraisonnable qui emballait, si c'était cet élan déraisonnable qui faisait bouger les choses, justement, un peu de couleur, quoi, après ce gris uniforme, et peut-être les choses se passeront mieux. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou. Joe Kangourou avec sa fine équipe de bras cassés. Nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33, réalisé par Paul Benaïm, de retour, lui, d'une retraite au fin fond de l'Ariège, dans une secte New Age. Il est encore tout bronzé. Ces 15 jours de vacances, apparemment, lui, ont fait du bien. Ce soir, on parle de plein d'expos à voir en ce moment à Toulouse. Ce soir, on parle avec Benoît Bonne Maison Fit, dit Bonne Frite, du vernissage de l'expo dont il est un peu le héros. Expo qui se passe à lieu commun et dont le vernissage avait lieu hier soir. Également avec nous dans ce studio, Annabelle Ténez, la directrice des abattoirs,
qui nous dira pourquoi il ne faut rater sous aucun prétexte l'exposition Orlan, visible au musée des abattoirs jusqu'à la fin août. Manuel Pomar, notre spécialiste art visuel ici à Caramel Mou, sera là pendant toute l'émission. Et puis en fin d'émission, justement, notre bon professeur Thibaut nous téléphonera sa chronique de cinéphilie décalée, foutraque et essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. 646, c'est un sextet toulousain, un sextet de jazz largement influencé par le bop et les musiques et les groupes qui ont suivi, du quartet de Miles Davis aux Jazz Messengers d'Art Blakey en passant par les formations de Kenny Wheeler. Et bien, la musique de ce sextet fait la part belle aux effets d'orchestre, à l'harmonie et au swing. Et si le nom de ce groupe fait référence à un album du trompettiste Kenny Wheeler, ici point de reprise, de standard, mais des compositions originales écrites par Malo Evrard, le batteur de ce groupe. Un premier album sortira vendredi prochain et se fera l'écho de cette musique jouée par quelques jeunes cadors de la scène toulousaine actuelle. À noter que 646 fêtera la sortie de cet album vendredi prochain 20 mai au Taquin. 646 Frog Performance, extrait de l'album éponyme de ces sextets toulousains. C'est Caramel Mou et c'est à mieux.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Voilà, premier invité de ce soir qui me faisait justement remarquer que pendant mon petit édito de début d'émission, j'avais dit le candidat PS à la présidentielle, alors que c'est bien sûr la candidate Anne Hidalgo qu'il aurait fallu dire. Elle m'a généreusement tapé sur les doigts, mais pour le coup, elle avait bien raison. Annabelle Ténez, bonsoir. Bonsoir. La dernière fois que vous étiez venu dans cette émission, on avait parlé d'un petit événement qui vous occupera cet automne. La venue, et maintenant c'est vraiment confirmé, d'une exposition Niki de Saint-Phal aux abattoirs. Et je vous avais dit super, vous reviendrez à ce moment-là. Et là, vous nous aviez dit, ah non, mais avant, je veux venir vous parler d'Orlan. Et Orlan, ça y est, elle est là. Le vernissage de cette expo s'est passé il y a à peu près 3 semaines. Manuel Pomar, ici présent, nous en dira 2 mots dans un instant, puisqu'il a rencontré l'artiste. Mais avant de nous dire les souvenirs qu'il en garde, est-ce que déjà vous pouvez nous poser cette artiste, nous dire qui elle est et quelle place elle a dans l'art contemporain hexagonal et mondial? Alors, Orlan, c'est peut-être l'une des figures de l'art français les plus connues dans le monde. Ça, c'est quand même important de se le dire. Et en même temps, ça faisait plusieurs années qu'elle n'avait pas eu d'exposition historique en France, pas toujours prophète dans son pays. Hein. Et Orlan, c'est une femme qui, je dirais, qui a tout osé. Mais quand je dirais qui a tout osé, qui en osant tout, nous pose beaucoup de questions, nous a posé beaucoup de questions, je pense, dans les années 70, 80, 90, etc., jusqu'à aujourd'hui, et continue de nous en poser beaucoup, parce que vous parliez du vernissage. Moi, j'étais absolument fascinée par le nombre de jeunes personnes qui étaient à ce vernissage. Et tous avec une attitude, une discussion, parfois un style complètement libre. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, cette femme qui a cette si grande carrière derrière, elle parle encore énormément à aujourd'hui. Et je vais vous donner quelques exemples d'œuvres, mais quelque chose qui d'ailleurs, dont elle dit parfois que ça a été mal compris, souvent les gens connaissent les performances chirurgicales. Donc je rappelle ce que c'est les performances chirurgicales, c'est-à-dire que Orlan, elle s'est fait transformer le visage lors de performances chirurgicales qui étaient filmées. Alors pour elle, c'est très important de rappeler qu'elle a beaucoup travaillé avec les médecins pour que ce soit sans douleur. Alors elle dit, c'est l'inverse du masochisme, pas du tout, c'est sans douleur. Mais avec cette idée de se dire, c'est quoi la beauté ? C'est quoi la beauté ? Et moi je me dis, quand on voit aujourd'hui le commerce autour de la chirurgie esthétique, elle dit, c'est quoi la beauté ? Puis elle dit, aujourd'hui, c'est très drôle parce que les gens me regardent avec mes cornes et me disent, je suis belle. Et elle raconte, elle dit, mais vous m'avez regardé avec mes cornes. Et elle dit, finalement, aujourd'hui, ma différence, c'est ma beauté. C'est ce que les gens reconnaissent en moi. C'est de ne pas être dans les standards et que le fait de ne pas être dans les standards devienne un standard pour tous. Et je parle de ces œuvres-là, elle les a fait dans les années 90, mais elle a fait des œuvres incroyables dans les années 70. Et Orlan, le fil rouge qu'on a choisi avec ma co-commissaire Julie Crène, qui a travaillé avec moi sur le projet, c'était de se dire Orlan et la sculpture, parce que c'est une grande artiste de la performance, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de recherche plastique, parce que parfois on oublie tellement certaines de ses œuvres ont fait scandale. Et ce qu'on voit vraiment dans l'exposition, je veux dire, c'est super beau. C'est vraiment... le travail qu'elle a fait sur l'espace, dans les abattoirs, avec ses sculptures dans la nef des abattoirs, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'était une artiste qui est connue pour son travail aussi de photographe, de peintre, d'utilisatrice de médias de l'époque. Elle avait monté tout un projet avec d'autres artistes dans les années 80 autour de l'utilisation du Minitel. C'est vrai que vous avez choisi la sculpture et pas de montrer ce versant qui était peut-être d'ailleurs un peu plus connu d'Orlan. Oui, alors un versant plus connu aussi, alors c'est la sculpture au sens où c'est aussi la sculpture du corps. C'est la relation à l'espace, à comment trouver sa place, ce qui est un vrai enjeu. Aujourd'hui, souvent discuté, on dit est-ce que tu as ta place, est-ce que je suis pas à ma place ? Orlan, c'est quelqu'un qui a dit j'ai pas ma place, mais je vais me faire ma place.
Donc c'était aussi une manière de montrer qu'elle a fait aujourd'hui, après toute cette carrière, cette place dans l'histoire de l'art, y compris dans l'histoire de la sculpture. Mais cette histoire de la sculpture, elle nous permet aussi de travailler la photographie, la peinture, et évidemment cette très étonnant Orlanoïde, c'est-à-dire que venez voir l'expo, Orlan sous la forme de son robot vous parlera d'elle-même, vous pourrez dialoguer avec elle. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours été à la pointe de la recherche technologique, c'est-à-dire de se dire quel est le bon média pour aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle fait de la performance dans les années 70. Quand même, dans les années 70, elle fait de la performance et elle va, par exemple, vendre des morceaux de photographie de son corps sur les marchés. Je veux dire, sur les marchés, le marché aux légumes. Elle va à la FIAC, elle fait la performance la plus connue de la FIAC, le baiser de l'artiste. Alors évidemment, ils lui ont pas demandé l'autorisation. Il y a une part aussi d'humour très fort, et c'est vrai que dans les années 80, il y a le Minitel, elle fait des œuvres avec le Minitel. D'ailleurs, il y a une œuvre franchement assez incroyable, la Madone au Minitel dans l'exposition, mais vous allez à la fois mourir de rire, et en même temps, vous posez des tas de questions sur votre propre usage de ces thèmes, de cette technologie. C'est peut-être à ça aussi qu'elle parle aux jeunes, parce que elle absorbe les technologies du moment et elle regarde comment elle peut s'en servir. Oui, complètement, mais je dirais pas que ça. C'est-à-dire que par exemple, les jeunes, ils vont pas, plus jeune génération, j'ai remarqué, ils regardaient pas toujours exactement les mêmes œuvres que nous, qui nous avaient marqués. Donc par exemple, moi j'ai beaucoup été marquée par les performances des années 70, beaucoup par la chirurgie. J'ai vu beaucoup de jeunes regarder aussi des œuvres des années 80, qui n'ont pas toujours été les plus regardées, qui sont les œuvres où elle fait des espèces de madones baroques à la télé, avec des télés complètement folles. Et aujourd'hui, cette manière de traiter la madone, il faut savoir que la madone, c'est une figure queer très importante. Ce qu'on ne sait pas, forcément. On connaît Madonna, qui est une figure populaire, mais la Madone, c'est aussi une figure queer. Et donc, il y a une sorte de reconnaissance aussi de cette génération qui est beaucoup plus gender fluide. Et Orlan, dès les années 60, elle faisait des performances qui s'appelaient je suis une homme et un femme. Et elle avait même fait une fois à Toulouse, mais il y a tellement longtemps qu'on n'a jamais réussi à retrouver des traces d'archives. Je dis ça parce que c'est ma grande quête. Si vous nous écoutez et que vous avez vu cette performance à l'université à la fin des années 60, début des années 70, appelez-moi. Parce qu'effectivement, il y a peut-être des photos qui traînent. C'est quelqu'un qui a fait école ou pas? C'est vrai qu'on a du mal à la placer dans un courant de l'art contemporain. C'est quelqu'un qui a fait école ou pas? Alors justement, je pense que c'est sa chance et sa malchance dans l'histoire de l'art. C'est aussi pour ça que nous, on était très intéressés par faire cette exposition historique, qui est aussi une exposition de création, puisqu'elle a été pensée avec elle. On part d'aujourd'hui, on remonte le temps, puis ensuite on reprend le temps dans l'inverse. Sa grande force, c'est qu'elle a été à la fois pas vraiment dans les courants d'histoire de l'art, mais qu'en même temps, elle a touché complètement les sujets d'actualité, les changements de techniques et technologiques, mais toujours de sa manière à elle. Donc à la fois, on ne peut pas dire qu'elle est en dehors de l'histoire de l'art parce qu'elle traite des enjeux d'histoire de l'art quand elle fait aussi l'odalisque, quand elle refait l'origine du monde, elle est dans l'histoire de l'art. Elle touche les grands médiums de l'histoire de l'art, mais en même temps, elle est très singulière dans la ligne qu'elle a tracée. Par exemple, l'une des raisons aussi, je pense, pour lesquelles les chirurgies sont encore si fortes aujourd'hui, les performances chirurgicales, c'est que très peu de gens ont continué cette recherche de cette même manière sur la notion de l'apparence. Peut-être qu'aujourd'hui, les artistes du post-internet travaillent beaucoup sur cette question via les filtres de l'apparence, ou en tout cas, il y a eu cette question de l'apparence, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle se joue rarement sur le fait d'aller modifier son propre corps à soi de manière durable. C'est-à-dire qu'aussi, on aimait cette idée de la sculpture parce qu'en fait, aujourd'hui, quelle est la sculpture la plus connue d'Orlan? C'est Orlan elle-même. Et c'est vrai qu'elle a utilisé son corps comme média. Comme média et comme mesure. Il y a une partie très importante sur les mesurages, c'est-à-dire qu'elle a tout un protocole de nettoyage, de lavage, de mesure des lieux dans lesquels elle va. Et elle le fait depuis le début des années 70 et le dernier, elle l'a fait en 2012. Et alors, à un moment, elle le fait dans les institutions pour montrer justement la non-place des femmes dans les institutions. Donc, elle va mesurer les institutions. Mais quand elle fait ces actions-là, par exemple, il y a aussi un mesurage qui est assez connu où en fait c'est des habitants autour d'une place à Liège qui l'invitent à venir faire une performance parce que cette place à Liège est en rénovation.
Ils sont pas du tout associés à ça. Il y a un grand débat public et ils se disent on veut faire une action pour montrer qu'on veut se réapproprier cette place et en faire partie dans l'espace public. Ben, ils se disent on va inviter Roland à faire un mesurage. Bon, à la fin, elle finit dans le panier à salade, hein, mais du coup, elle entraîne le débat public. Donc, elle l'a fait dans des lieux très, très différents. Lieux autorisés, lieux non autorisés. Évidemment, il y a des moments où elle est invitée aussi à le faire, et elle fait ça aussi à la mesure de son corps, parce que toute son œuvre est à la mesure de son corps. Mais en le faisant à la mesure de son corps, elle dit aussi faites votre vie à la mesure de votre corps aussi. C'est aussi ça qu'elle dit, Roland, en le faisant ça. Elle dit pas faites comme moi, au sens où soyez comme moi. Elle dit soyez vous. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup utilisé la provoque. Vous parliez de ce mesurage fait en Belgique où elle finit dans le panier à salade. C'est vrai qu'elle a toujours utilisé la provoque. Vous parliez tout à l'heure de ces ventes, de ces morceaux de corps qu'elle vendait et qu'elle avait pris préalablement en photo. Donc elle vendait un sein, une jambe, une main. La légende veut qu'elle l'ait fait à Lisbonne et que ça ait soulevé une bronca à Lisbonne. Il faut se rappeler que c'était peut-être encore la dictature de Salazar qui était en place lorsqu'elle l'a fait au début des années 70. Cette action-là, c'est vrai qu'elle a utilisé la provoque énormément comme média aussi de son art. La provocation et l'humour. C'est-à-dire que parfois, pour avoir de la provocation très directe, la provocation et l'humour, par exemple, vous êtes accueillis aux abattoirs dans la cour par la bande-son de la performance Le baiser de l'artiste. La bande-son de performance de Baiser de l'artiste, c'est très drôle. Donc, c'est cette performance où elle invite les gens en pleine foire d'art contemporain, donc événements bourgeois, mondains, etc., mais aussi grand événement de l'art. Et elle dit, elle porte elle-même une sculpture, hein. Quand j'ai une sculpture, c'est un costume sculpture dans lequel on peut mettre 5 francs et contre 5 francs, on a un baiser de l'artiste. Mais non seulement elle fait ça, mais il y a ces fameuses phrases 5 francs un baiser de l'artiste, donc je ne sais pas dire les paroles exactes, mais 5 francs un baiser de l'artiste, enfin une œuvre d'art conceptuel au prix de toutes les bourses. C'est beaucoup d'humour. C'est-à-dire que c'est aussi l'idée de l'accessibilité de l'art, mais dit sous une forme qui ressemblerait presque à une plaisanterie, mais en même temps, c'est très fin. C'est très fin de dire ça. Et d'ailleurs, il y a dans l'exposition, on montre un petit reportage assez inédit. Il faut savoir qu'à l'époque, cette intervention fait tellement de bruit qu'il y a un long reportage au journal télévisé à l'époque Antenne 2, programmé par Gérard Rolls. Donc le reportage dure 5 minutes et il faut imaginer donc qu'elle embrasse tout le monde. À un moment, il y a quelqu'un qui lui dit mais c'est quelque chose de très parisien, etc. Elle dit mais c'est quoi la différence avec l'art en province? Ce reportage est incroyable et à la fin, elle embrasse une femme. Et vous imaginez en 77 passer sur le journal d'Antenne 2 à 20h, une femme embrassant une femme. Et il y a la reprise de Gérard Rolls qui devait être assez gratiné. Qui est blanc. Faut dire aussi que sur cette performance, quand vous dites qu'elle portait sur elle une sculpture, c'était une sculpture d'elle qui était dénudée. Oui, mais qui en même temps est aussi entièrement dessinée. C'est-à-dire que par exemple, quand on voit ses performances dénudées, elle s'amuse toujours à redessiner le nu. Pour justement montrer la différence, un peu comme les Guerrilla Girls disent, pourquoi est-ce que toutes les femmes qui sont au musée sont des femmes qui sont nues? Et d'ailleurs, pour le baiser de l'artiste, on en rit, mais il faut savoir qu'elle a eu beaucoup de soucis, et le principal souci après le baiser de l'artiste qu'elle a eu, c'est qu'elle s'est fait virer de l'école d'art où elle enseignait. Donc elle a eu beaucoup de problèmes financiers derrière, parce qu'elle s'est retrouvée au chômage complet. Et elle a reçu par un télégramme ce que tu fais est en gros indécent, tu ne peux pas continuer à enseigner. Ouais. Et c'est vrai que son engagement est quelque chose aussi qui sert de fil conducteur à tout son travail d'artiste, engagement féministe en particulier. Engagement féministe alors, elle l'exprime tellement bien, c'est difficile pour moi de le paraphraser, mais elle le dit bien. Elle dit oui, j'ai un engagement féministe. D'ailleurs, elle donne souvent des conseils, mais aussi elle dit en gros, elle dit j'aime les hommes mais pas les porcs. Elle dit je n'ai rien contre vous, mais je ne veux pas, en gros, je ne veux pas ni de violence, ni de domination. Donc elle dit si vous pratiquez pas tout ça, ça va.
Manuel Pomar, donc vous étiez à ce fameux vernissage il y a 3 semaines aux abattoirs lorsque Orlan est venu inaugurer son exposition. Oui. Racontez-nous un peu l'artiste que vous avez rencontré. Déjà, je vous ai parlé la semaine dernière de sa prise de parole qui était magnifique et les slows qu'elle a lancés tout autant. Je pense que c'était un super moment. Et oui, j'ai un petit côté groupie parfois. Et je pensais aussi fortement à ma compagne, je ne cache pas, qui est artiste aussi, Mademoiselle Cat, qui aime beaucoup Orlan, mais qui ne pouvait pas être là ce soir-là. Donc j'ai voulu faire signer le livre, l'autobiographie, l'autobiographie d'Orlan pour Cathy, pour Mademoiselle Cat donc. Parce que Orlan, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, suit Mademoiselle Cat, donc je lui ai dit, oui, elle s'en est souvenue. Et on m'avait dit que lors de la visite presse le matin aussi, elle avait apprécié l'œuvre d'ALP Le Collectif, La réalité n'existe pas. Et je me suis retrouvé devant la borne d'entrée des abattoirs où il y a la photo d'Orlan. Je sais plus, je crois que c'est le robot qui est à la borne d'accueil. Oui. Et la photo de La réalité n'existe pas, parce que quand je suis arrivé, elle m'a dit directement « Ah non, c'était la dernière signature, je ne signe plus ». Elle a un petit ton sec qui marche assez bien. Donc j'étais un chouïa, je me suis dit « Non, mais en fait, regardez, là, vous voyez, La réalité, nous exposons ensemble ». Elle me fait « Ah oui, d'accord ». Et là, voilà, on a pu commencer à discuter. J'ai pu parler de Mademoiselle Cat, qui est aussi une artiste pionnière, vu que artiste femme à avoir peint sur les murs au début des années 90 et artiste féministe. Donc on a eu des choses à se dire et comme on parlait beaucoup, elle a dédicacé à Mademoiselle Cathy avec comme un amalgame, parce que quand je lui ai dit le prénom, elle m'a dit « Je ne signe pas les prénoms c'est pour les bébés ». Donc j'ai pas voulu lui dire, j'ai pas dit le nom de famille, j'ai dit le nom de l'artiste. Non mais... Ouais, c'est un oui, évidemment, c'est un personnage, mais c'est quelqu'un qui rayonne, je pense, d'une force. Il émane quelque chose d'assez puissant de cette personne. Et je pense que si j'avais pas vu le discours et ce moment-là, je sais pas si j'aurais été la voir finalement. Et j'ai tellement apprécié la façon dont elle s'auto-incarne. Je veux dire, son corps, c'est son champ de bataille. Hein, de son corps, elle fait le débat public de sa personne et c'est pas une posture. Là, pour le coup, c'est une réalité et c'est pour ça que justement elle doit apprécier le fait que celle-ci n'existe pas. Qu'est-ce que nous dit Orlan de notre époque? Vaste question. Je pense qu'elle nous dit beaucoup de choses. Elle nous dit vraiment elle nous dit la liberté. Et c'est vrai que ses prises de parole sont assez extraordinaires là-dessus. Elle nous dit la liberté. Elle nous dit aussi pas seulement de s'accepter, parce qu'on entend beaucoup parler acceptez-vous, etc. Je dirais que c'est plus que s'accepter. Elle dit laissez-vous vivre. Incarnez-vous, c'est plus que s'accepter, c'est incarnez-vous dans ce que vous êtes. Et par exemple, je reconnais, comme je la pratique depuis un petit moment, un certain nombre de choses. Pourquoi elle dit je signe pas les prénoms, c'est pour les bébés. Parce qu'en fait, elle dit, et vous écouterez ça, parce que je l'ai entendu, ça fait plusieurs années que j'entends dire ça. Elle dit, les hommes se présentent toujours par leur nom complet, les femmes se présentent par leur prénom, ou on les appelle uniquement par leur prénom. Et elle dit, rien que ça, c'est une manière de pas dire les choses. C'est pour ça qu'elle dit, moi, Orlan, je me suis construite, mon nom c'est Orlan, il s'écrit uniquement en majuscule, et ma date de naissance, c'est quand j'ai accouché, c'est quand j'ai fait l'œuvre où j'accouche de moi-même. C'est ça. Et c'est vrai que dans cette prise de parole, et c'est vrai que le moment du slow, c'était très émouvant, parce que donc on a fait les discours, et après les discours, ces slows se sont lancés. Donc ces slows, elle a lancé ce disque de slow où elle travaille avec des gens incroyables. Elle travaille avec La Femme, elle travaille avec Terre Noire. Elle va bientôt faire ce disque. Et en fait, elle l'a fait aussi parce qu'elle s'est aperçue, en discutant avec ses assistantes, qui sont souvent des jeunes femmes qui travaillent à l'université ou dans des écoles d'art, qu'elle n'avait jamais dansé le slow. Donc elle s'est dit, c'est étonnant, cette génération qui n'a jamais dansé le slow. Et c'était aussi une réaction au Covid. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté, on va renouer un lien et danser ensemble. C'est simple, mais ça dit ça aussi. Et d'ailleurs, je précise pour ceux qui veulent la rencontrer, elle revient le 9 juin pour une performance qui s'appelle l'Orlan Corps de Livre.
Et donc, vous pouvez déposer aux abattoirs les livres qui ont compté pour vous. Évidemment, on vous les rendra. Et Orlan va faire une performance et une œuvre à partir de ces livres-là. Donc, le 9 juin, profitez-en. Et parce que c'est vrai que l'expo se suffit en elle-même largement, mais c'est vrai qu'avoir l'occasion de rencontrer Orlan, c'est une expérience. Voilà, donc ça c'est au sujet de l'exposition Orlan au musée des abattoirs. Annabelle Ténez, merci de nous en avoir dit ces quelques mots. Exposition visible jusqu'à la fin août. Et avant de se quitter, d'abord le slow a été un moment important dans ce vernissage. On y a quand même vu Carole Delga. Je n'ai rien contre Carole Delga, mais quand même on a vu Carole Delga danser avec un conseiller municipal de la mairie Moudenc de Toulouse. C'est peut-être il n'y a que Orlan qui peut susciter ça. C'est la réconciliation de tous. Orlan Premier ministre, ça pourrait peut-être marcher. Il paraît qu'on est en manque de candidats sur ce poste-là. Orlan ministre de la Culture. Au minimum, oui. D'ailleurs, vous avez des... Non, on ne va pas parler de Roseline, ça serait méchant. Demain, c'est la nuit européenne des musées. Avant de se quitter, 2 minutes pour nous donner de bonnes raisons de venir au musée demain. Alors ce demain, soir mais et la nuit. Que des bonnes raisons de venir à la nuit des musées. Bon, déjà, c'est gratuit. Vous pourrez passer l'ensemble de la soirée, manger, écouter de la musique. Il y aura un DJ. Il y a aussi des ateliers évidemment pour les enfants. Il y a aussi un partenariat avec la Pride de Toulouse à l'auditorium. Il y a également la continuité de ce qu'on a fait jeudi. Jeudi, on a fait une conférence et une rencontre autour du tatouage thérapeutique. Vous savez que nous, on a une vision large de l'art aux abattoirs. Et donc, vous pouvez venir rencontrer des tatoueurs qui travaillent sur le tatouage énergétique. Et si vous voulez tenter, vous faire tatouer aussi. Donc, beaucoup, et je suis sûre, en plus, que dès que je vais sortir, je vais me dire, mais j'ai oublié tel événement, etc. Il y a aussi des visites en langue des signes, parce que vous savez qu'on est très attaché à l'inclusion de chacun. Donc, venez comme vous êtes et venez passer la soirée avec nous. Venez passer juste une demi-heure si vous voulez, mais vous pouvez aussi rester un long moment, danser, manger, voir de l'art, se faire tatouer, aller discuter à l'auditorium avec la Pride, amusez-vous. Et revenir à la maison, un autre homme ou une autre femme. Ça se passera donc demain soir et demain une partie de la soirée, le début de la nuit, aux abattoirs pour la nuit européenne des musées. Et puis je rappelle, en ce moment, exposition Orlan jusqu'à la fin août. Annabelle Ténez, merci d'être passée beaucoup dans cette émission.
tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul, m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. On vient d'écouter Stooner, Evel Never Die, Stooner, inventeur du style, le Stoon Rock, vieux groupe américain d'il y a une trentaine d'années, extrait d'un album qu'ils avaient enregistré dans le désert du Morave, au sud de la Californie. Et ce soir, Stooner sera à partir de 19h30 au Connexion Live en double plateau avec les Norvégiennes de Slomoza. Et là aussi, Slomoza, ça cartonne sévère. Donc du côté du Connexion, ça va faire du bruit ce soir, mais vous verrez en fin d'émission, quand on parlera des concerts de la soirée, il y a plein d'endroits à Toulouse où ce soir ça va faire du bruit. Exposition qui pourrait faire du bruit également, deuxième exposition de cette émission, celle qui a commencé hier à Lieu commun, où l'on voit Benoît Bonne Maison Fit, dit Bonne Frite, exposé et s'essayer à la création d'une grotte. Mais avant de parler de ce projet avec lui, bonsoir Benoît. Bonsoir. Manuel Pomar, reprenez le micro et expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est cette exposition, puisque vous en êtes quand même un peu à l'initiative. Non. Alors, je vais tout vous expliquer. Non, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire au collectif Pépite qui organise le festival Figuré, dans lequel l'exposition prend place. C'est eux qui ont invité Bonne Frite. Ils sont venus me voir pour savoir si Lieu commun souhaitait participer au festival, en nous proposant justement l'exposition de Bonne Frite. Je leur ai dit que ça tombait bien parce que je voulais l'inviter, mais pour une exposition collective, celle qui arrivera au mois de septembre, l'exposition des 15 ans, qui va s'appeler Peinture barbare. Voilà. Mais nous en reparlerons. Nous en reparlerons. Et là, franchement, j'aurais pas été vers une expo, comme on dit, monographique de Bonne Frite. Et je me suis dit, c'est bien, on va jouer un scénario qu'on nous propose. Et donc on s'est rencontrés. Étrangement, on écume Toulouse depuis une cinquantaine d'années pour moi. On s'est jamais croisés, mais on a dû se croiser en fait, mais on ne s'est pas rencontrés. Voilà, donc la rencontre s'est faite et Benoît est quelqu'un de prolixe et généreux, qui a beaucoup à dire, beaucoup à montrer. Et je pense que Lieu commun était l'écrin pour cette proposition. On a beaucoup parlé de ça entre nous, justement, de qu'est-ce que c'est que traverser une exposition, qu'est-ce que c'est qu'un regardeur qui marche dans une exposition, le rapport à la rue, Lieu commun, pour moi, c'est aussi un lieu de marche, et le travail de Benoît invite à être traversé, à être pénétré, et cette grotte, c'est ça. Cette grotte, c'est nous faire entrer dans l'espace d'exposition en le changeant, non pas en le métamorphosant comme un décor, mais en changeant l'intention, en nous faisant traverser un portail qui nous invite à rentrer dans la dimension du travail de Bonne Frite. Et ça, il le fait avec Paul Cox, mais je préfère que Benoît parle de tout ça. En tous les cas, hier soir, il y a eu plus de 500 personnes. C'était un moment extraordinaire. Ça fait toujours du bien. Je me disais ce matin en me réveillant, depuis qu'on est sorti de ces confinements, en fait, on a tout le temps un monde de fou, quoi. Donc, il y a un véritable désir d'art, un besoin d'art. Et donc, comme j'ai fini mon discours par le sempiternel, et oui, nous sommes inessentiels, en voilà la preuve. Benoît, Bonne Maison Fit, on parlait de déambulation. C'est vrai que ce que j'ai peut-être envie de dire en premier pour entamer cette conversation, c'est que vous êtes un artiste de rue, peut-être même plus, un artiste fait pour la rue. Et c'est vrai que les Toulousains, sans connaître votre nom, vous connaissent parce que effectivement, depuis des années,
vous investissez le chant de la rue, l'affichage. Vous êtes responsable depuis des années du graphisme des programmes du théâtre Sorano. Mais pour les gens qui aiment la musique, vous avez été derrière aussi la création de tout l'appareillage des logos et des pochettes d'un label qu'on aime bien ici, Freddy Moraison. La petite figure emblématique de Freddy Moraison, ce singe qui dans sa 3e version, mais maintenant avec un costard cravate, c'est vous qui y êtes derrière. Cette affiche magnifique pour un spectacle du Sorano qui voyait une biche bleue s'inscrire un peu partout dans des panneaux d'affichage à Toulouse, c'est également... C'était le Garonne. Voilà, c'était au Garonne, c'était également vous. C'est vrai que vous êtes attiré par montrer vos œuvres plus dans la rue que dans les musées. J'ai été attiré pour sortir de mon bureau, en fait. Sortir du bureau. Parce que le graphiste, il a plutôt tendance à rester devant son ordi, dans son bureau. Et moi, en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que je voulais sortir du bureau. Et aller dans la rue, aller dans la rue, ouais. Pour peindre au sol. J'ai toujours aimé la signalétique au sol, par exemple. Il y a le sol, il y a les affiches, etc. Les compagnies de cirque, Tablantec, la rue. C'est un espace commun, la rue, en fait. J'adore la rue, c'est vrai. Et avec ce côté un peu spécifique pour vous, c'est que effectivement c'est la rue, mais c'est aussi des projets culturels. Que ce soit la signalétique dans la rue, que les programmes de festival, les affiches, le Sorano, le théâtre de Narbonne. Ouais, ça c'est un peu, je sais pas si je peux le dire, mais c'est parce qu'il y a des ronds, il y a un peu de ronds là-dedans, donc on est là. Non, mais c'est vrai, je veux dire, autrement, moi j'adorerais faire comme les affichistes des années 50, travailler pour Panzani, faire des nouilles, faire, je sais pas moi, du pâté pour Olida, j'en sais rien, mais dans la culture ils ont des ronds, ils se tirent la bourre, les théâtres, donc du coup ça fait notre jeu, on en profite un peu, bon voilà. Pour avoir la patte de l'artiste. Ouais, il y a un truc à voir avec ça, oui, quelque chose qui a un peu à voir avec ça. C'est un peu chiant. Donc, je disais, on vous voit sur plusieurs façons de voir votre travail, autant sur des pochettes de disques que sur des affiches, que sur des programmes. Votre formation, c'est graphiste, c'est ça ? Non. Non. Non, j'ai fait une école qui s'appelle l'ENSI à Paris, qui est une école de design, design objet industriel. Et comment on se retrouve à créer Monsieur Moraison ou à faire des affiches ou des pochettes pour le Tigre des Platanes ? En fait, cette école, l'ENSI, m'a donné le courage d'aller vers ce que j'avais envie de faire, en fait. Je crois que je suis un musicien contrarié et je crois que j'ai essayé de justement je voulais sortir du bureau, en fait. Étant peut-être un peu sauvageon aussi, étant habitué à habiter dans une grotte quasiment, ou en tout cas à côté. Non, j'ai eu le courage, entre guillemets, de quitter Paris pour arriver à Toulouse et puis aller vers ce que j'avais envie de faire, en fait, c'est tout, quoi. Et essayer de refaire des groupes, mais pas en musique, autrement. Et c'est vrai que si on voit un peu ce que vous nous montrez, donc je le redis, ce que vous nous montrez essentiellement, c'est des choses qui sont dans le domaine public, dans l'espace public. On s'aperçoit que peut-être il y a une façon de plus en plus minimaliste d'envisager votre graphisme, la façon de présenter les choses. Et beaucoup de couleurs au départ, beaucoup de courbes. Je me disais qu'il y a pas mal de choses que vous avez pu faire il y a quelques années sur des affiches qui faisaient penser à de la danse, la façon de faire une courbe. Il y avait un mouvement qui était assez présent. De plus en plus, vous allez vers du minimalisme, y compris dans les couleurs. Je sais pas. Non, parce que moi, j'aime le rythme.
Et il y a du rythme. J'aime travailler le rythme dans mes images. Je le traite de manière très différente, mais c'est un des ingrédients qui composent les équations de construction d'une image, en fait. Il y a plein d'ingrédients qui rentrent en jeu. Je m'amuse à faire un truc, c'est les Residents qui m'ont donné cette idée, donc ce groupe que j'adore, qui était toujours masqué en fait. On ne sait pas qui y avait derrière. Peut-être ils sont tous morts et on ne le sait toujours pas. Voilà, mais bon, voilà, on ne sait pas. J'ai toujours adoré ce truc-là. En fait, ce que je fais depuis toujours, c'est que j'avance masqué. Je fais plein de projets sous d'autres noms. Dans d'autres trucs, je change de nom, donc vous me parlez d'un aspect, mais il y en a d'autres en fait. Donc, oui. Oui, Manuel. Non, Pardon. oui, effectivement, dans cette exposition La Grotte, il y a à la fois ce que Benoît appelle le travail de commande, qui est déployé à l'étage de façon... alors, je déteste ce mot. Magistral. Merde. Mais non, il y a vraiment... on l'a vu hier soir dans la réaction du public. Il y avait... Déjà, on ne pouvait pas se déplacer tellement il y avait de monde, mais il y a tous les yeux pétillés de... mais c'est vraiment loin d'être minimal. Il y a un feu d'artifice de couleurs et de formes à l'étage dans ce travail de commande. Mais avant d'accéder à ça... on découvre le travail de peintre, parce que Benoît est un peintre et un coloriste extraordinaire et un inventeur de formes. C'est vraiment, il déploie un monde qui est le sien, qui est vraiment, pour le coup, hors du temps. C'est ça que je trouve très beau. Là, ici... et on n'aura pas d'accident de parcours du type le scanner 3D devient le Minitel d'aujourd'hui. Le scanner 3D d'aujourd'hui n'est pas le Minitel de demain. Là, on ne se pose pas la question, on a du papier, des couleurs, et ça existe, et ça irradie. Et donc, après avoir vu ce que Benoît fait chez lui dans son espace domestique, sa peinture, on découvre son travail de commande, on fait des liens ou pas, et quand on repart en traversant la grotte. Et voilà, on se dit qu'on a fait un parcours au sein d'une œuvre, parce que c'est une œuvre qui se déploie, et moi je suis vraiment très heureux qu'on ait pu participer à cette invention, vu qu'on dit pour une grotte, voilà, monsieur l'inventeur. Et alors justement, parlons-en de cette grotte. Donc, si j'ai tout compris, vous avez construit cet endroit avec deux confrères à vous, Nicole Crème et Paul Cox. Vous nous dites 2-3 mots de cet objet, en sachant que tout à l'heure, vous nous avez quand même dit que vous êtes sortis dans la rue parce que vous étiez trop bien dans votre grotte, mais qu'il fallait en sortir. Ouais, moi je l'appellerais presque sortie de grotte en fait, ce projet. C'est une sortie de grotte. L'invitation des copains, c'est le collectif, c'est ce truc ultra fondamental chez moi, c'est de travailler avec les copains. Ben là, il y a Paul Cox qui est, pour moi, c'est un masterpiece dans la catégorie. Une idée, un dessin, c'est clair, c'est net, je sais pas, c'est ultra. J'aime l'intelligence qu'il y a dans son travail et la simplicité et une certaine forme de radicalité. J'ai la chance de pouvoir l'approcher et qu'on puisse faire des choses ensemble, pouvoir partager du temps et puis partager les pinceaux, faire du partage de pinceaux avec ce genre de Gus. C'est hyper excitant et pouvoir le montrer. C'est pas évident de peindre à plusieurs, hein. Je veux dire, c'est un truc un peu bizarre. On se frotte à ce truc, c'est chouette. Enfin bon, voilà. Et après, il y a Richard, Nicole Nisoumise, le sérigraphe, le copain avec qui je fais la sérigraphie maintenant depuis 20 ans. Voilà. Alors, pour revenir à ce dont vous parliez tout à l'heure, à cette question du minimalisme, je l'associerais à une autre notion qui est la radicalité, peut-être. J'aime ce qui est radical, j'aime ce qui est brut, et j'aime ce qui est ultra sensible. Voilà. Après, le mélange de tout ça, la tambouille que ça fait, c'est en fonction c'est à la tête du client, en fait. Donc cet objet que vous avez construit à plusieurs, à lieu commun, il dit quoi? Et vous l'avez conçu comment?
Alors il dit la première chose qu'il dit, c'est l'expérimentation. Moi, ce que je place au centre de tout le temps, toujours, dans tous les projets, c'est réussir à dégager du fric pour avoir une première phase d'expérimentation, de liberté, pour réfléchir. Voilà. Donc, quand on arrive à lieu commun, on a quelques idées, mais on n'a pas d'idées trop. Et je veux pas en avoir, je veux retenir, je veux pas serrer, je veux pas enfermer le truc, je sais pas ce que je vais faire. Et c'est tant mieux. Après, j'observe le lieu, on observe le lieu, et puis on s'adapte. Je m'adapte à l'endroit, en fait. Ouais, là, moi, je me suis adapté à lieu commun. Et puis, avec Paul, on a, en amont, travaillé des dispositifs graphiques qui sont comme des espèces d'ingrédients ultra techniques, en se disant, bon, mais là, on va traiter, on a envie d'utiliser le dégradé japonais qu'on retrouve dans les estampes. Mais ça, on prend, on note, ça va faire partie de nos trucs. On va utiliser une technique que Paul utilise énormément, qui est une espèce de trame ajourée. On va utiliser les trames ajourées. Les aplats, on va les utiliser comme si... On a une espèce de feuille de route, de partition. On écrit une partition. Moi, j'ai écrit pour le centre Pierre Schaeffer des partitions électroacoustiques ultra libres et tout ça. En fait, je fais la même chose. Je continue à faire la même chose. Donc, on a écrit une partition, puis après, on la joue, on change le format, et puis on réfléchit en peignant. En peignant, c'est et en peignant. dansant. Ouais, on observe, on bosse, quoi, et on s'amuse. Alors, il y avait cette idée, quand même, d'être immergé dans la peinture. Ça c'est un truc que j'aime bien. J'avais quand même un peu ça en tête. J'adore cette idée qu'on rentre dans la peinture. Donc on a fait une espèce notamment de petit, bien sûr, de petit théâtre optique, en fait. Et le jeu, jouer, s'amuser, le regard, proposer des points de vue, surtout, en fonction de l'endroit où on est, on voit pas la même chose. On voit jamais le même truc. Que ce soit dans les installs qu'on a fait avec Paul, les 2 installations, ou que ce soit dans la forêt en haut. On propose des points de vue. Il faut qu'il se passe toujours un peu quelque chose, un petit quelque chose. Et c'est quelque chose qui va évoluer pendant la durée de l'exposition qui se termine fin juin, c'est ça? Non, le 9 juillet. Le 9 juillet. C'est des choses qui vont évoluer ou là c'est installé pour la durée de l'exposition? Non, c'est installé pour la durée de l'expo. C'est le troisième temps de travail qu'on fait avec Paul. On en a fait un premier au Centre Pompidou, un second au Mans aussi pour notre invitation, là c'est ici. Et à chaque fois on déploie, on bouge un petit pion. C'est notre amour inconditionnel pour la peinture, en fait. Le grand bain, la plongée dans la... Voilà. Dans la peinture. Ce matin, pour préparer cette émission, je téléphonais à Claire Dabos, que vous devez connaître, donc la directrice de Freddy Moraison, et qui me disait qu'elle adorait votre travail de peinture, justement, et que c'était peut-être quelque chose que vous aviez laissé un peu de côté ces derniers temps, en disant... Est-ce qu'il s'y remet? Et c'est vrai que c'était ce qui l'a touché le plus. Ben, merci Claire. Je pense que ça vient de mon éducation où on traite les peintres de Pink Floyd, c'est-à-dire de branleurs. Et du coup, j'ai jamais osé dire que j'étais peintre, en fait. Et là, je commence à l'assumer. Je l'ai toujours été, hein. Je l'ai toujours été fondamentalement, mais j'avais honte, certainement j'avais honte de le dire. Maintenant, à 47 ans, je commence à dire que je suis peintre. Je suis Pink Floyd. Voilà, je suis un Pink Floyd. Ça peut être pas mal aussi comme métier. Être un Pink Floyd. Un Pink Floyd, exactement. Un Pink Floyd. Un Pink Floyd. Ouais, moi on dit ça chez moi, un Pink Floyd. 2 mots sur l'événement de demain. Oui, tout simplement rendez-vous demain. Nous ouvrons à 14h.
De 14h à 19h, donc Nicole Crème, Paul Cox et Bonnefrit vont imprimer une édition de feuillets en sérigraphie, et à partir de 19h, l'édition sera disponible de 19h à 21h, toujours dans le cadre du Festival Figuré. Donc ceux qui veulent voir de la sérigraphie en train de se réaliser, des artistes en train de fabriquer leur édition avec leurs mains, c'est l'occasion de venir. Et de découvrir évidemment la grotte, la forêt et les peintures. Et les artistes qui seront là en direct. Écoutez, merci d'être venu nous parler de cet événement, donc à lieu commun, exposition La Grotte autour des œuvres de... C'est en peignant qu'on le devient Peigneron. Peigneron, oui, pardon. Évidemment. Je suis un peu dyslexique. Et donc, exposition de Bonnefrit et de quelques-uns de ses amis. Merci d'être passé ce soir dans Caramel Mou. Et pour se quitter, on va écouter un vieux morceau du Tigre des Platanes dont vous avez créé la pochette, un dessin justement, un dessin où on voyait un cow-boy avec un petit pistolet, semble-t-il un pistolet d'enfant, qui était sur cet album Avec les dents, qu'il s'appelait, ce premier album du Tigre des Platanes, et la pochette et l'ensemble du visuel, puisque c'était un album assez particulier, une feuille pliée en quatre avec le petit étome pour recevoir le CD dans un des 4 cadres ainsi constitués, et avec des dessins, des photos un peu partout. Je peux dire que cet album était le 4e de Freddy Moraison, et je pense qu'on ne le retrouve plus. Peut-être sur Le Bon Coin ou sur des sites comme ça, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Ils ont vite disparu. Le Tigre des Platanes, Xécatit, donc extrait de cet album Avec les dents, dont Bonnefrit avait fait la pochette. Merci beaucoup d'être passé. Merci.
Caramel mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec le cavalier du Far West. Daphne, I love you. Vous le savez, quand vous entendez ce générique, notre bon professeur Thibaut n'est jamais très très loin. Et bien justement aujourd'hui, il est sur la route de Toulouse à Albi, mais dans l'après-midi. Il nous a quand même téléphoné sa chronique du soir et on va faire comme d'habitude. Bonsoir professeur Thibaut. Bonsoir petite fée de la FM, comment allez-vous ? Je n'entends pas votre voix et pourtant vous entendez la mienne et ça c'est la magie de la technologie. Alors je dois préciser que je suis peu rodé en fait aux chroniques enregistrées parce que vous l'aurez compris, cette chronique est enregistrée donc en différé et à l'heure où ma voix de fluet donc sera sur les ondes de Campus FM, eh bien je serai à Albi. Alors vous allez me dire mais pourquoi aller à Albi? Pour la cathédrale? Keneni, Joka, Keneni. Il faut aller à Albi car ce soir j'aurai l'honneur de présenter Fricks de Todd Browning. Ai-je besoin d'en dire plus? Presque je devrais m'arrêter là, mais il faut bien que je continue. Donc Fricks de Todd Browning, monument de l'histoire du cinéma, un film qui a eu un destin complètement dingo, qui est donc le 44e film de Todd Browning, donc qui est un film qui a la particularité, donc l'intégralité du casting est en fait composée de véritables phénomènes de foire. Alors pourquoi Fricks? Parce que c'est un film qui date quand même de 1932. Pourquoi des phénomènes de foire dans un film qui a été d'ailleurs vendu comme un film d'horreur, ce qui n'est pas totalement? Eh bien, tout simplement que si vous ne connaissez pas Todd Browning, je vous dirais simplement que c'est aussi le réalisateur de Dracula. Donc Dracula qui est sorti quelques mois plus tôt, donc qui a été produit par la Universal, et là c'est un petit peu l'affolement parce que eh bien évidemment les films d'horreur ça marche et donc il faut faire du film d'horreur et donc la MGM débauche Todd Browning de la Universal pour réaliser ce qui restera comme son chef-d'œuvre. Donc je reviens à ce casting de phénomène de foire qui est absolument incroyable. Donc vous allez bien sûr y voir l'homme tronc, Johnny Heck, vous allez y voir l'homme larve, Prince Randian, Coucou, victime d'un vieillissement prématuré, l'homme squelette, Peter Robinson, la femme à barbe, Olga Rodrigue, l'hermaphrodite, Joséphine Joseph, les nains bien sûr, Daisy et Harry Earls, les fameux troncs, Frances O'Connor et Martha Morris, et bien sûr les superstars, les sœurs siamoises, Daisy et Violette Hilton. Donc allons très rapidement, passons rapidement sur l'intrigue. Évidemment, il y a une belle écuyère qui veut, on va dire, au magot d'un des nains de ce cirque itinérant. Mais bien sûr, les Fricks ne vont pas se laisser faire, surtout quand on touche à l'un des leurs.
et dès lors c'est parti pour les problèmes. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter là-dessus? Allez, quelques petites anecdotes sur le tournage, avec bien sûr tous ces frics, tous ces phénomènes de foire en fait qui étaient là. Les techniciens ont refusé d'ailleurs de partager leur repas donc avec les phénomènes et qu'on a dû construire une cantine spéciale où les phénomènes mangeaient un petit peu tout seuls. Il faut savoir aussi que ces phénomènes de foire se détestaient entre eux, puisque je vous rappelle que c'était des stars, véritables stars dans le milieu forain. Donc Todd Browning va un petit peu composer avec tout ça. Il va y avoir notamment excessivement de remaniements sur le scénario. On va supprimer des passages, des lignes de dialogue en fait entières vont disparaître. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on peut être une star dans le milieu forain, on peut s'exhiber dans le milieu forain, mais ça ne fait pas de vous un acteur. Donc Browning va jongler avec tout ça, avec tous ses égos. C'est un film qui est très très difficile à faire, qui est un film qui est absolument magnifique. Pourquoi? Parce que Browning va filmer ces phénomènes quelque part dans leur vie quotidienne, même s'ils ne font aussi que répéter certains numéros qui vont donner sur scène. Il y a notamment, j'ai parlé de l'homme larve, Prince Rabian, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes, qui est réduit vraiment, il ne reste comme trop, et on va le voir se rouler une cigarette. Alors ça, c'est absolument incroyable. Donc bref, il y a un côté quasi documentaire dans tout ça. Il y a une fracture, bien évidemment, dans le dernier tiers du film, où on va passer, alors carrément du côté du film fantastique. Je sais pas comment il faut voir Freaks, parce que moi j'ai un rapport très très ambivalent avec ce film-là. Alors aujourd'hui on dit souvent de Freaks que c'est un vibrant appel à la différence. Alors ça c'est le vernis du politiquement correct. Moi j'y verrais plutôt un sommet de cruauté misanthrope carrément, ou alors on peut le voir aussi comme une comédie sexuelle très macabre et très 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 bizarre. En tout cas, c'est un film complètement incroyable. Son exploitation a été aussi incroyable que le film. Je vous rappelle que le film a été interdit pendant 30 ans en Angleterre. C'est un film qui a été redécouvert sur le tard, qui a complètement disparu des circuits pendant une bonne trentaine d'années. C'est au Festival de Venise qu'il a été redécouvert. Figurez-vous qu'en 62, donc au Festival de Venise, on a décidé de faire un cycle sur les débuts du parlant, et dans la sélection il y avait Freaks et comble de l'ironie, c'est là où le film bien sûr sera redécouvert. On va dire là à nouveau c'est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, et Todd Browning était mort à peine un mois plus tôt. Alors si ça c'est pas de l'ironie, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si je vous ai pas donné envie de revoir ou de voir tout simplement Freaks, eh bien je ne m'y connais plus. En vous souhaitant une très 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 bonne édition et un gros bisou d'Albi, mon cher Joker. Eh bien, très bien, on prend la bise d'Albi, c'est pas la peine de vous y précipiter, vous n'aurez pas le temps d'assister à la séance. Par contre, vous pouvez télécharger ce film sur quelques plateformes, légales ou illégales. Je l'ai essayé cet après-midi, on le trouve assez facilement dans ce Freaks de Todd Browning, et on retrouve notre bon professeur Thibault la semaine prochaine. Blow up our chains, roller coaster, closer, closer. Grew up all night, and noon in fright. The destiny, the endless sea. If you wanna wake up, never regret it. If you wanna wake up, never forget it. If you wanna wake up, never regret it. If you wanna wake up, never forget it. Comfy life, comfy wife with your picket fence. You can think it's your fate, now it's too fucking late. Blossom, do you wanna try and break the cycle of your sentence? Morning burning every day in silence. Yo, this shit will never stop. If you don't wanna try, this will never stop. If you
shit, here's the part. Shadows in my mind all fighting for. Run my soul, run my life. Taking me in the darkest part of my thoughts. Try to put me down, but that's a no-go, no-go, no-no. This little light in me is growing up, finding a way to reach me out of this mess I'm in. Of this mess I love, but I know one day I'll be in the gold black woman, gold black bitch, gold black witch, gold life, gold. Wake up. Yeah, you gotta wake up. Wake up. If you wanna wake up. Yeah. Wake up. If you wanna wake up, never regret it. If you wanna wake up, never forget it. If you wanna wake up, never regret it. If you wanna wake up, never forget it. If you wanna wake up, 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 if you wanna Voilà, ça continue à discuter. C'est ahurissant la faculté que peut avoir le professeur Thibault à susciter le débat. On continue à parler de ce film de Todd Browning, Freaks, donc qu'il est allé présenter à Albi aujourd'hui et qui est largement recommandé par la maison. Et effectivement, comme il le dit, les Freaks ne sont pas forcément des gens gentils dans ce film-là. Ils sont même assez méchants et inquiétants. Voilà, allez, ça c'était pour Freaks. On va finir cette émission avec la rubrique concert. Là, on vient d'écouter Altesse Ego, ex The Roche, entre hip-hop et New Soul. Altesse Ego qui est en train d'enfiler comme ça sur le net une série de clips qui pourrait donner bientôt l'objet d'un disque. En attendant, Altesse Ego joue ce soir au Métronome dans le cadre du festival Tout Couleur à partir de 20h30. Donc ce soir au Métronome, on pourra y voir les Dames de la Joliette. Ça, c'est de la chanson a cappella de Méditerranée, chantée par un quintet a cappella de filles. Absolument magnifique. On y verra aussi Dobé Gnaouré, la musique ivoirienne, et donc Altesse Ego à partir de 20h30 au Métronome. Ce soir, à la Cavaroc, à partir de 20h30, la Metal Tribute Night, la nuit de la revisite de la musique métal. Comme vous dites, Manu Pomar, on va pouvoir faire le signe avec les doigts, avec ce soir Tenton Cover, un hommage au groupe des années 90 comme Korn, comme Massisteria ou encore Slipknot. Et puis avec également Aberdeen, là c'est une relecture du répertoire de Nirvana, fin de nuit assurée par DJ Metallus. Je vous jure, il existe ce DJ Metallus. Ça va donc faire du bruit ce soir à la Cavaroc et ça commence à 20h30. Le trio Richa dans un autre style, trio batterie contrebasse oud, amené par le oudiste et guitariste Thierry Di Filippo, sera lui au minimum avenue des Minimes à partir de 20h. Nouvelle soirée sur le fil, soirée pluridisciplinaire organisée par Laurent Avizou à Archipel sur la place Arnaud Bernard, avec ce soir la danseuse et vocaliste Léa Cousi, la plasticienne Ki et la violoniste et le violoniste Maël Mesurol. À 20h30 à la Candela, chanson du Brésil avec le duo Moça del Sol. Au taquet, une soirée DJ avec Gone autour de tous les jazz et de la musique de danse. Au bijou à 21h30, Lolita Del Montey, une ancienne du trio Cocagna, avec un répertoire poétique à découvrir. C'est une de ses premières sorties à Toulouse. À la Cave Pau, ce soir, théâtre par l'association Amphithéâtre à partir de 20h30. Ils étaient tous là, hommes cravatés, rasés de près, chaussures en cuir crocodile aux pieds, femmes en pantalon tailleur, talons hauts, téléphone, Blackberry,
Blackberry posé à côté de l'assiette, tout et tous à me regarder manger ma salade de céleri rave, mon steak saignant, mes frites et ma mousse au chocolat. Ça s'appelle Au Pays des, et c'est à la Cave Pau à partir de 20h30. À l'écluse Saint-Pierre, toujours ce soir, le Sacre du Printemps, spectacle autour de l'œuvre de Stravinsky, spectacle de François Moqueta, avec Guillaume Fabre, un jeune pianiste étoile de la musique classique, le danseur Michel Ragy et la dessinatrice Suzanne Cardinal. Ce soir, aux Connexions Live, à partir de 19h30, les Norvégiennes de Slomasa et puis les Américaines de Stooner. On en a écouté un morceau tout à l'heure. Ça sera vraiment rock lourd ce soir aux Connexions Live. Au Ravelin, place Ravelin, du rock noisy avec Little Green Fairy, un groupe de 7, et La Menace, un groupe de Toulouse, à partir de 19h30. Au Beers House à 22h, Daoud, un trompettiste et producteur de musique pour un set plutôt électro, jazz et hip-hop. Enfin, de la techno ce soir, de la techno au Rex, avec le producteur et musicien espagnol Rafa Barrio. Rafa Barrio, à partir de 23h, Rafa Barrio, Flip Flop, que l'on écoute tout de suite. Et voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Si le cœur vous en dit, vous pouvez retrouver Paul Benaïm qui réalise cette émission chaque semaine, mais vous pouvez le retrouver mardi prochain à 21h sur ces ondes campusiennes dans son émission éclectique et pointue La Brèche. Et Paul, mardi prochain, on parle de quoi dans La Brèche ? Et bonsoir. Mardi prochain, je fais la première émission House avec deux collègues en B2B DJ set House. Très mardi bien. 21h. Ça sera une première. On sera à l'écoute. Demain, vous n'oubliez pas également sur Campus FM un nouveau concert à la radio avec le duo Ghost on a Wire à partir de 21h. Et puis dans un instant, vous retrouvez John Little pour son génial et incredible Little by Little Wicked Show. John Little, deux mots s'il vous plaît sur l'artiste espagnol que l'on est en train d'écouter. Comment il s'appelle Rafa Barrio. Attends, j'ai pas de son. Ça y est, j'ai un retour casque enfin. Ouais. Rafa Barrio. Ouais. Qui est ce jeune homme ? Eh bien, à 23h ce soir au Rex. D'accord. Voilà. J'ai rien à dire sur Rafa Barrio parce que je le connais pas du tout. C'est la première fois que j'entends parler de ce monsieur. Apparemment, ça a l'air d'être pour une fois que tu me donnes la parole pendant ton émission. C'est formidable. Pour une fois que je peux faire passer de la musique que tu ne connais pas, c'est absolument fantastique. Eh ben ouais, non, je suis navré, je connais pas. Et ce soir au programme de... En tout cas, les soirées au Rex en général, elles sont sympas, donc ouais. ça c'est ce que je peux dire. Mais le reste, je sais pas. Ce soir, dans Little by Little, on écoute quoi ? Plutôt de la two-step, de la jungle et de l'électro. C'est un peu plus speed en fait que ces conneries-là. Très bien. Et bien ça c'est dans quelques minutes et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même adresse. Allez, salut les filles.
Caramel. Caramel.